Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Président de la République de Zambie, Excellences, Messieurs les ministres et représentants de chefs d'État, Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il m'est fait l'honneur d'échanger avec vous au sujet de l'impact macroéconomique que peut avoir l'amorce de cette transformation des produits miniers en République démocratique du Congo. Et en effet, le modèle qui nous a été présenté ici, aussi bien par le ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku, que par le représentant de Bloomberg, est un modèle de production intégrée et à multiples effets et impacts. Production intégrée car il s'agit d'abord de transformer localement trois principaux produits, à savoir le manganèse, le cobalt et le nickel, tous produits dont dispose la RDC, mais principalement, en ce qui concerne la RDC, c'est le cobalt, le produit phare. Nous sommes bien entendu le premier producteur mondial de cobalt et plusieurs hypothèses ont été présentées ici. Le ministre de l'Industrie a fait référence à l'hypothèse d'une unité de production de 10 000 tonnes de précurseurs qui coûterait 39 millions de dollars. Dans l'exercice fait par Bloomberg, il y a eu plusieurs hypothèses, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 tonnes. Pour produire 100 000 tonnes de précurseurs de batterie, il faut en moyenne 16 000 tonnes de cobalt, 48 000 tonnes de nickel et 15 000 tonnes de manganèse. Le coût d'investissement pour ces 100 000 tonnes de précurseurs de batterie est estimé à 301 millions de dollars. Nous voulons illustrer notre propos sur l'impact de ce projet à travers cette hypothèse de la construction d'une usine de capacité de 100 000 tonnes de précurseurs en République démocratique du Congo. Si une telle usine avait été mise en place en 2022, quel en aurait été l'impact sur l'économie et à quoi ressemblerait notre économie? D'abord, cela voudrait dire que nous consacrerions environ 10% de notre production de cobalt à l'industrie locale. Ça veut dire que les 16 000 tonnes de cobalt sortiraient de la production primaire et entreraient dans ce qu'on appelle l'industrie. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice, c'est justement de transformer l'économie pour accroître la part de l'industrie par rapport au secteur primaire. 16 000 tonnes de cobalt récupérées sur la production locale, 48 000 tonnes de nickel essentiellement importées à l'heure actuelle, et le pays d'origine serait bien entendu Madagascar, qui est l'un des principaux producteurs aujourd'hui, et 15 000 tonnes de manganèse essentiellement importées dans les conditions actuelles, et le Gabon pourrait en être le pays d'origine. La combinaison de ces trois produits pourrait donner lieu à un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards 200 millions de dollars et pour un coût de production de 2 milliards 600 millions. Mais les effets d'entraînement de ce processus de transformation se feraient dans plusieurs secteurs en amont et en aval, et tout cela pourrait apporter une hausse du taux de croissance de l'économie congolaise d'environ 3 à 4%. Ça voudrait dire que si nous avions cette usine aujourd'hui dans les conditions actuelles du pays, nous projetons pour l'année prochaine un taux de croissance de 6,4%, mais nous aurions eu, grâce à uniquement cette usine, un taux de croissance de l'ordre de 9,1%. Également, si nous avions eu cette usine maintenant, l'année prochaine, la part de la croissance du PIB qui viendrait du secteur minier
serait beaucoup plus faible au profit de la part du secteur minier qui vient de l'industrie, c'est-à-dire la transformation. Et comme cela a été si bien dit, le secteur minier est un de ceux qui crée le moins d'emplois dans l'économie. Alors que lorsqu'il s'agit d'industrie de transformation, la création d'emplois est de loin plus importante. Et nous aurions eu pour cette seule usine 875 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Mais des emplois qualifiés, des emplois avec un contenu réel et des emplois transformateurs. Dans cette hypothèse, la part du PIB, de la croissance du PIB qui viendrait du secteur minier chuterait de 10% à 4,9%, alors que la croissance du secteur non minier passerait de 4,4% à 11%. De la même manière, nous amorcerions réellement notre transformation structurelle. La part du secteur primaire serait en réduction de 48 à 45%, la part du secteur secondaire en accroissement de 14 à presque 17%, et la part du secteur tertiaire de 37,6 à 38,2%. Également, nous aurions rendu notre économie beaucoup plus solide parce que nous aurions un accroissement du compte courant de l'économie, c'est-à-dire la balance de paiement et également la balance commerciale. Mais ce qui est également très intéressant, parce que nous le disons tous les jours, et nous sommes engagés dans la zone d'échange continentale africaine, c'est que il y a un consensus au niveau africain pour dire que si le commerce intra-africain était plus important, cela non seulement contribuerait à réduire la pauvreté beaucoup plus vite, mais cela contribuerait également à apporter plus de stabilité, parce que les populations seraient réellement occupées sur des industries, sur de la transformation, sur des échanges et du commerce, et ce serait une contribution majeure à la stabilité du continent, à la réduction des tensions et des crises et des guerres. Et ce projet de transformation va dans cette direction. Au sein du COMESA, rien que par le fait que nous allons importer des produits importants de pays qui aujourd'hui ne sont pas dans le radar de nos importations, j'ai parlé du Madagascar, nous allons accroître le commerce intra-COMESA de 16%, et pour la SADC, nous allons accroître le commerce au sein de la SADC de 5,6%. Nous allons également améliorer nos débouchés, puisque cela a été expliqué tout à l'heure. L'Afrique du Sud pourrait récupérer ses composants pour les introduire dans la finalisation des batteries, éventuellement le Botswana, le Maroc, ça a été dit, et donc nous allons accroître la capacité de commercer entre Africains et accroître la part du profit, de la valeur ajoutée qui reste sur le continent, qui reste en salaire africain, en profit africain, en impôt africain. Voilà tout l'intérêt d'amorcer cette transformation structurelle. Voilà en quoi l'événement d'aujourd'hui a un caractère historique, parce qu'il est potentiellement celui qui peut changer la donne et nous permettre de passer de la parole aux actes, de la théorie à la pratique, et amorcer cette transformation structurelle de l'économie. En termes fiscaux également, le bénéfice serait, rien qu'avec ce projet et ses effets induits, un accroissement de l'impôt de l'ordre de 15%. Et pour ce qui est de la diminution de la pauvreté, les calculs opérés nous permettent de dire que même si aujourd'hui nous assistons à une baisse de la pauvreté, du taux de pauvreté, c'est-à-dire du taux de la population qui est considérée comme vivant en dessous du seuil de pauvreté. En 2012, on parlait de 64% de Congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté. En 2020, on est à 59,2, c'est-à-dire que le taux de pauvreté a baissé dans cette période, mais malheureusement, à cause des logiques, des processus démographiques, le nombre de pauvres a augmenté. Parce que la croissance n'est pas suffisante pour faire réduire le nombre de pauvres.
Le taux baisse globalement, mais le nombre de pauvres augmente. Mais grâce à ce projet-ci et à ses effets, d'après les prévisions faites, à l'horizon 2025, si ce projet était fait maintenant, à l'horizon 2025, le taux de pauvreté passerait de 59 à 50% et le nombre de pauvres baisserait, passant de 53 à 52 millions de pauvres. Et donc, pour la première fois, on pourrait accélérer la lutte contre la pauvreté et avoir un impact réel sur les pauvres. Dernier effet de ce processus, c'est que, à cause de l'augmentation des revenus, à cause de l'élargissement des perspectives, eh bien, le secteur minier aurait réellement un effet d'entraînement sur les autres secteurs. Parce que le message que l'on donne lorsqu'on entre dans l'industrie de transformation, c'est un message de stabilité, c'est un message de durée de long terme. Et donc, d'autres types d'investissements seraient plus à même de venir et de s'investir dans le pays, y compris dans l'agriculture et dans l'agro-industrie. En bref, la RDC est réellement aujourd'hui sur la trajectoire de la transformation structurelle et de la transition énergétique, en vue de créer un État fort tel que le souhaite le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Et pour cela, des réformes ambitieuses sont menées pour améliorer l'attractivité du pays, pour diversifier l'économie et pour créer les conditions d'une croissance économique inclusive. Parmi ces réformes, il y a notamment la libéralisation de plusieurs secteurs économiques, celui de l'énergie. Depuis 2014, une loi portant libéralisation du secteur a été mise en place, est en action. Plus récemment, l'année dernière, les autorités de régulation ont été mises en action et donc on peut espérer une accélération de la transformation par rapport au secteur énergétique. Mais également celui de l'eau, celui des mines depuis longtemps et d'autres secteurs, tout cela pour accroître les investissements et booster la croissance. L'amélioration du climat des affaires est un impératif, le président de la FEC l'a martelé, et pour cela, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre ici présent, est en train de dérouler une feuille de route ambitieuse en vue d'améliorer ce qu'on appelle le doing business. Et en plus, le pays est fermement engagé dans l'adhésion au Compact with Africa du G20 et au Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique. Toute initiative indiquant l'ouverture du pays, l'ouverture aux investissements internationaux, en souhaitant, en recommandant que ces investissements internationaux se mêlent aux investisseurs congolais et que l'ensemble construise cette économie pour le bien des populations congolaises, pour le bien de la transition énergétique mondiale et pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Je vous remercie.